Nous retrouvons nos amis pour la suite et la fin de l'émission Regard croisé avant de parler de la Guinée équatoriale où on voit une lutte pour la succession de Teodoro Obiang-Nguema, une lutte qui s'engage entre les fils du président de la République équato-guinéen. On parle un peu encore, ou bien on analyse encore un peu les propos de l'ancien président François Hollande. On retrouve l'homme politique, peut-être que lui il a un regard politique sur cette sortie politique de François Hollande. Les néocoloniaux sont Wagner. Ce sont les propos de François Hollande, Georges Hérault du parti SEC des leaders émergents. Oui, bon, exactement. Quand j'ai écouté les propos de l'ancien président français François Hollande, il y a beaucoup d'interrogations qui taraudent ma tête. La première, est-ce que les États africains, ou bien est-ce qu'il y a un État africain qui a officiellement reconnu la coopération, ou bien avec le groupe Wagner? Avec le groupe Wagner. Non. Donc ça veut dire tout simplement que il y a problème. Le problème à quel niveau? Au niveau de la communication en France? Oui, la manière d'annoncer... Je vais arriver à ce problème-là. Ouais. Est-ce que la Russie reconnaît qu'il travaille sous l'égide... Avec le groupe Wagner? Non. Avec le groupe Wagner en Afrique? Non. Non. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il y a un problème de rivalité. Mais avant ce problème de rivalité, on sait aussi qu'il y a le groupe Wagner. Peut-être pas en Afrique, mais ce groupe existe. Il y a la rivalité. Oui, il y a la rivalité parce qu'il a parlé du Mali, il a parlé de Centrafrique et il a parlé aussi du Tchad. Je note dans ses propos qu'il est en train de quand même nous montrer un aspect très négatif de ce groupe qualifié de néo-colonialiste. Et donc, je pense que en bon africain, on doit s'interroger. Comment est-ce que se fait-il qu'aujourd'hui, nous avons permis à un groupe de nous coloniser de nouveau? Effectivement, il y a déjà eu la colonisation. Ça, François Hollande reconnaît cela. Il reconnaît. Ouais, selon ses propos. Exactement. Et donc, un groupe privé, ce n'est même pas un État. Ça dit que la situation est grave. Mais j'ai noté que aucun pays ne travaille officiellement avec ce groupe. Mais peut-être les Occidentaux, ou bien la France ou François Hollande, ils ont des renseignements plus poussés que nous. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de tirer sur la sonnette d'alarme depuis concernant ce groupe-là. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? Il y a les terroristes, il y a des rebelles, il y a un peu partout l'insécurité. Mais il y a certains pays qui ont de l'embargo. Ces embargos ne permettent pas aux États de s'approvisionner en armes. Si nous prenons la République centrafricaine, c'est le problème qui s'est posé. Et il a reconnu qu'à un moment donné, les troupes françaises qui étaient en Centrafrique devaient quitter parce que la France s'était engagée sur d'autres fronts. Mais comment est-ce qu'on doit s'occuper de la sécurité au niveau de la République centrafricaine? Et il a avoué que ça doit être ce qui a amené quand même le président de faire appel à la Russie. Revenons au Mali. C'est le même schéma. Il y avait effectivement un problème entre la France et les autorités de la transition. Et la France est partie. À tort ou à raison, je ne peux pas revenir. Le Tchad, il y avait coup d'État. La France a soutenu. Le Burkina Faso,
où aujourd'hui on a besoin d'aide. Donc tout ce que j'ai exposé, il va falloir que, étant un partenaire traditionnel, qu'il assume. Mais si vous laissez le territoire vide, quand vous laissez la place vide, on dit toujours que la nature a horreur du vide. Quelqu'un vient occuper. Exactement. Et la personne qui occupe n'est pas officielle. Et donc, ça nous permet, nous, en tant qu'Africains, de faire le choix, puisque il y a un groupe privé, il y a des États qui veulent venir nous aider, mais étant donné que nous sommes déjà en amitié avec quelqu'un, ça bloque. Mais si ce quelqu'un-là laisse la place vide, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un d'autre va combler. Donc, bref, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ce qui s'est passé. Et donc, moi, je pense que ça permet plutôt à la France de faire quoi? De revoir sa politique en Afrique. Parce que, il est vrai, avec la technologie aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses que les Africains ne peuvent plus permettre. Et donc, il faut faire quoi? Il faut quand même revoir la politique des dirigeants français sur notre territoire, sur notre continent. C'est ce que, d'ailleurs, je ne comprends pas des gens. Je sais que Macron n'est pas comme au temps de De Gaulle ou de Chirac qui veulent toujours mettre la main sur nos dirigeants comme peut-être Robert l'a dit. Mais je sais aussi que la France tient toujours à cette relation qui lie l'Afrique, du moins l'Afrique francophone, à la France. Mais il ne faut pas œuvrer, le monde change. Il ne faut pas le faire comme en 1960. Il faut changer. Il faut changer parce que les mentalités, effectivement, il faut se réinventer. Et parce que les mentalités ont changé et vous avez une autre génération d'Africains qui comprennent, qui ont des visions très poussées pour l'Afrique et qui ne sont pas prêts tout à l'heure à laisser, quand la France laisse quelque chose, à laisser la place vide jusqu'à ce que la France revienne à un tas X. Alors, Firmin Tekouagbo, avant de filer à Malabo en Guinée équatoriale, cette question à vous, dans tout cela, qu'est-ce que l'Afrique peut faire concrètement? L'Afrique, ce qu'elle peut faire, c'est de savoir là où elle veut aller. C'est d'avoir une vision. Pour le moment, je ne pense pas que l'Afrique ait véritablement une vision. L'Afrique, moi, je ne vois aucune vision. C'est quand vous voyez l'Union africaine, la CEDEAO, quelle est la vision de l'Afrique? L'Afrique n'a pas de vision. Si l'Afrique devrait avoir une vision, elle devrait tout d'abord chercher à revoir tous les partenariats, les contrats qui ont été signés avec les pays occidentaux, les pays orientaux. Et c'est ce que certains pays essaient de faire. C'est ce que le Mali a toujours dit, qu'il veut revoir les partenariats. Non, ça, tout ce qui a été signé. Ça, c'est du populisme. C'est du populisme. Ce n'est pas sérieux. Comment on peut le faire? C'est des choses. N'affiche pas un non, c'est des choses qu'on fait sans caméra. C'est-à-dire, sans bruit. On ne ventile pas sur les réseaux sociaux, tel accord a été signé, tel accord signé, parce qu'on veut s'octroyer, on veut se avoir une certaine popularité ou un certain populisme. Ce n'est pas ce que le Mali fait. Le Mali s'amuse avec ça. Donc, la meilleure des choses, c'est de l'Afrique dit, dans 60 ans, nous voudrions arriver à tel niveau. Voilà ce qu'il nous faut faire. Voilà, nous sommes alliés avec la France sur cette base-là. Nous allons revoir cet accord, peut-être nous trichait. La France peut-être prenait 70%, nous prenions 30%. Aujourd'hui, nous allons renégocier les contrats. Peut-être la France, au départ, va prendre 60%, nous allons prendre les 40%. On fait la même chose pour tous les pays, On a une vision, mais on n'a pas de vision. Regardez, ça fait déjà quelques semaines que je reprends cette analyse. Quand vous voyez les gens qui ont une vision, 45 chefs d'État, qui sont invités par Joe Biden aux États-Unis, et on vous dit, on vous donne 55 milliards. Et ça, c'est sur 3 ans. Ça veut dire, banalement, chaque État prend 1 milliard. 1 milliard de dollars, ça fait combien? Ça fait 500 millions de francs CFA. Divisé par 3, ça fait 150, 160 millions de francs CFA. Donc, ça veut dire chaque année, le Togo ou le Bénin prend 160 millions. Est-ce que vous êtes sûr qu'en 2 jours, en 3 jours, le Bénin ne peut pas avoir comme recette 300 millions de francs CFA? Mais les États-Unis vont nous imposer des choses et on prend 160 millions par an, on va en faire quoi? Je ne sais pas. L'autre chose aussi qui est aussi importante, qui n'est pas des moindres, c'est que quand ces chefs d'État
voyagent et avec toute leur délégation, mais c'est des milliards qu'ils versent dans ce pays qu'on appelle les États-Unis. Quand ils viennent stationner leur avion, c'est des dépenses. Quand ils viennent faire les hôtels, se payer les hôtels, ce qu'ils mangent, tout ça, ce ne sont pas les États-Unis qui les assurent. Ce sont eux-mêmes, ce sont les Africains, les dirigeants africains qui assurent ça. Ça veut dire qu'on continue d'enrichir les États-Unis ou les puissances occidentales et on nous trompe en disant qu'ils nous aident. Ils nous aident comment? C'est parce qu'on n'a pas de vision, on ne sait pas là où on va. Les Africains ne savent pas là où ils vont. Nos dirigeants, en réalité, ne savent pas exactement, ne se définissent pas peut-être. Par État, ils allaient le faire. Mais par rapport au continent, on n'a aucune vision. Vous allez me dire que quelle est la vision de Paul Kagame quand lui se permet chaque fois de détruire l'Est de la RDC? Parce qu'il est soutenu par les États-Unis et il arme les rebelles, le M23, qui détruisent cette partie de la RDC et en pillant toutes ces richesses qui sont là. Mais quelle est sa vision? Quelle est la vision de Papa Obiang Nguema? Quelle est la vision de Paul Biya? Quelle est la vision de Nguesso? Ils n'ont pas de vision, on n'a pas de vision. Donc pour le moment, quand les Africains parlent de panafricanisme et tout ça, quand ces pseudo-activistes parlent de panafricanisme, moi je me moque d'eux. Ils n'ont aucune vision, ils ne savent pas là où ils vont. Non, c'est des blagueurs. Et ils nous perdent du temps. Allez, on va finir par la Guinée équatoriale. L'arrestation de Ruslan Obiang Nguema, l'un des fils du président Théodoro Obiang Nguema, est inédite pour un membre de la famille présidentielle de la Guinée équatoriale soupçonné d'avoir vendu un avion de la compagnie aérienne nationale. Il a été appréhendé ce lundi 16 janvier, placé en résidence surveillée. Robert Kossiga, en côté, on vous rejoint. On se souvient également que Carmelo Ovono Obiang, encore un des fils de Obiang Nguema, lui le chef du service de renseignement, a été également arrêté, cette fois-ci pour torture d'opposants en prison. Cela nous pousse peut-être à penser à cette guerre de succession qui est lancée au palais présidentiel là-bas, à Malabo, puisque l'arrestation de Ruslan est commanditée par le vice-président de ce pays, qui est un fils de Obiang Nguema. Oui, bon, je voudrais voir ce problème sur deux aspects. Le premier aspect, c'est tout à fait normal que si un citoyen d'un pays se permet de faire de la corruption, du vol, qu'il rende gorge, parce qu'il a vendu un bien public. Cet avion appartient à l'État guinéen, qui est équato-guinéen, qu'il a vendu, il a reconnu. Alors, pourquoi il peut vendre? Je crois qu'il fut directeur adjoint de cette compagnie et après directeur. Donc, il n'a pas le droit de vendre l'appareil qui est parti pour les révisions en Espagne, puis se retrouve aux îles Canaries. Pourquoi tout ça? Donc, sur le plan peut-être intégrité morale, je crois quand même que son frère n'a pas fait de trop. Il n'a fait que faire appliquer la loi. Parce que, vous savez, nul n'est au-dessus de la loi. Sauf que le frère qui le fait aussi est soupçonné de beaucoup de choses. Mais s'il est soupçonné de beaucoup de choses, je ne refuse pas. Mais pour cette fois-ci, son frère a vendu un bien public qui appartient à l'État équato-guinéen. Où est la justice guinéenne? Où est la justice guinéenne? Mais c'est pourquoi on l'a mis à la disposition de la justice guinéenne afin qu'il puisse alors rendre gorge. Moi, j'ai dit, sur le plan éthique et moral, je crois quand même que c'est bien. Maintenant, sur le plan de succession, je crois quand même que le frère qui est déjà vice-président, c'est Théodorine. Voilà, ne fait que leur rappeler qu'il est le successeur, le tout-puissant, et donc que les autres n'ont qu'à faire doucement. Point, c'est tout. Ce n'est pas comme Isabelle dos Santos qui a laissé filer la présidence. Non, pour cette fois-ci, c'est comme l'autre leur dit, et dit déjà par ce ricochet à tous les Guinéens, à tous les Équato-Guinéens que voilà, c'est moi qui succède à papa. Donc si papa demain quelque chose lui arrivait, c'est-à-dire qu'il se mette dans la tête que c'est lui le président qui vient. C'est pourquoi il a dit, c'est sans état d'âme. Il ne va pas se laisser peut-être fasciné par cette fibre, je ne sais pas, cette fibre de frère, de fraternité, pour ne pas laisser la justice faire son travail. Maintenant, pour celui qui a torturé les opposants, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Oui, c'est Ovono Obiang. Ah mais oui, il faudrait que voilà, il soit arrêté parce que vous savez aujourd'hui, même chez nous ici, si vous allez demander à tous nos forces de défense et de sécurité, surtout ceux qui sont gendarmes et policiers, vont vous dire que le ministre a un œil sur eux. Dans tous les commissariats, les gendarmeries, les droits de l'homme sont respectés. Et ils sont toujours appelés à respecter les droits humains.
Parce que vous savez, tout citoyen, qu'il soit opposant ou pas, est d'abord citoyen de ce pays-là. Seule l'idéologie peut-être politique divise les gens. Sinon, ils sont citoyens, ils ont les mêmes droits. Donc, aller les torturer en prison. C'est-à-dire, quand quelqu'un est déjà en prison, il est déjà mort à demi. Maintenant, aller encore le torturer, c'est lui faire du mal. Donc, je crois quand même que le gars est en train de prendre la main. Et puis, c'est peut-être un coup politique, ne serait-ce que pour rentrer dans le cœur des Guinéens, parce que n'oubliez pas qu'il a été condamné en France et en Angleterre. Et ce qui a fait qu'ils ont fermé leur ambassade en Angleterre. Et puis, moi, j'ai dit, ce ne sont que ces activistes européens qui envient alors les Africains. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont à avoir? Si quelqu'un amène même ses sous chez vous, pourquoi vous le poursuivez? Donc ce n'est qu'un coup de communication que le gars est en train de faire pour peut-être gagner la sympathie des Équato-Guinéens. Voilà. C'est de cet acabit que vous voyez également cela, Georges Eo, celui qui reproche ces choses à Ruslan ou bien Nguema. Lui aussi, il est imbibé dans plusieurs affaires, pas seulement dans son pays, mais également en France. On parle de lui également au pays oriverdé. Je veux parler du Brésil. C'est la canne du pouvoir. C'est le pouvoir qui saoule comme ça. Parce que quelqu'un qui est accusé un peu partout, et c'est lui qui, selon les communiqués, a demandé qu'on met au Niouf son demi-frère. Il faut le préciser, c'est son demi-frère. Ça aussi, ça divise des fois. Et vous devez savoir qu'il n'y a aucune décision judiciaire qui condamne la personne. C'est un peu... C'est d'ailleurs pourquoi j'ai posé la question sur l'aspect judiciaire. C'est un peu grave. Pour celui qui veut... vice-président prend toutes les décisions. Oui, c'est dit que lui seul, il est juge et il est aussi exécutif. Il exécute le pouvoir judiciaire en même temps. Il décide de la vie et de la mort de son demi-frère par ricochet de tout citoyen sur le territoire. Vous voyez, c'est un peu problème. Parce que si vous voulez être dans le cœur des citoyens, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Il faut permettre à tout le monde de pouvoir savoir que vous êtes un modèle. Et quand vous allez arriver au pouvoir, vous serez un président qui ne va pas prendre des décrets pour mettre en prison des gens. Vous avez dit tout à l'heure que l'autre demi-frère a torturé qui? Lui, un opposant. Des opposants d'ailleurs. Ou bien des opposants. Mais la question qu'on se pose, c'est que toutes ces accusations contre son papa, comment il va faire? Contre lui-même. Pour ce qui concerne le fait de torturer ou du moins les poursuites contre les opposants qui sont obligés d'être hors du territoire. Il fera quoi? Qu'est-ce qu'il fera enfin? Il va emprisonner son papa? Il y a de cela 48 heures, même Georges Eo, un opposant équato-guinéen qui a également une nationalité, la nationalité espagnole, est mort en prison. Et donc il va emprisonner son papa? Ou bien qui? Ou bien le responsable pénitentiaire? Le responsable pénitentiaire? Ou qui? Maintenant, il prend cause et effet pour les opposants parce que son demi-frère est en vue? Non. En fait, c'est un peu... je ne sais pas comment le dire pour ne pas être trop sévère, c'est de la pagaille. C'est de la pagaille, c'est la carte du pouvoir. C'est le fait quand même de faire quoi? D'éliminer les potentiels rivaux ou bien les potentiels rivaux, j'allais dire. Pour faire quoi? Pour avoir la main libre, pour succéder à son papa. Mais au-delà de ça, on ne fait rien pour le quotidien des Équato-Guinéens. Quand il parle du fait que son frère a vendu l'appareil au détriment du trésor, quand même, du trésor équato-guinéen. Lui aussi, on l'a surpris avec beaucoup de choses. Même, au Brésil, même l'argent qu'il a pris et qui fait la fête avec, ça dépasse même l'argent de cet équipement-là. Mais qu'est-ce qu'il reproche
au juste son au champ. demi-frère. Donc, normalement, lui, pour parler, il doit pouvoir soigner son image d'abord. Et de deux, il doit pouvoir le faire dans les règles de l'art. Il doit pouvoir mettre la justice à profit. Et que la justice si fasse... c'est la justice va commencer par lui-même. La justice... Va commencer par Théodorin lui-même. Exactement. Mais que la justice, quand même, puisse faire les enquêtes possibles pour voir. Oui, il a avoué. S'il avoue au niveau de la justice, que la justice prononce la sentence et non pas un vice-président de pouvoir décider du sort d'un citoyen lambda sur le territoire. Alors, la différence, c'est que Russelin, lui, il a avoué, et Théodorine, lui, jusqu'à présent, les accusations qui sont autour de lui et qui l'accablent, il n'a jamais avoué cela. Firmin Teko Agbo, est-ce que vous voyez aussi une lutte au niveau du palais présidentiel là-bas à Malabo? En tout cas, le papa, lui, il a été réélu récemment, c'était en novembre, pour un autre mandat, je pense de 6 ans. Firmin, ça devient compliqué là-bas. Je suis en train de réfléchir, là. Je cherche des comparaisons dans ma tête, mais je ne trouve toujours pas. Vous savez, comme je suis togolais, je suis né au Togo. Nous avons vécu, on était encore un peu jeunes quand le général Yadema décidait. Parce que je veux comparer un peu les régimes forts, les régimes qui ont un peu duré au pouvoir. Je veux voir un peu aussi au niveau du Gabon. Au Togo, il y a le Cameroun. Il y a le Cameroun aussi. Par exemple, au Togo, on n'a jamais vu, du temps du général Yadema, on n'a jamais vu un fils du général Yadema faire emprisonner ou mettre en résidence surveillée un de ses demi-frères. Je n'ai jamais vu ça, peut-être à moins que cette histoire-là m'échappe. Quand on voit un peu le Gabon aussi, ça ne s'est jamais passé. Quand vous voyez un peu aussi le Cameroun, ça ne s'est jamais passé non plus. En RDC, non pas en RDC, mais Congo-Brazzaville, ça ne s'est jamais passé. Alors je me demande, c'est quelle forme politique qu'ils sont en train de mettre en œuvre en Guinée équatoriale. Et je me demande comment ils peuvent se prendre comme ça. Comment ils peuvent se prendre comme ça dans cette situation, même si on veut avoir une certaine visibilité, même si on veut une certaine popularité avant le décès du papa, du pouvoir, parce que le vieux, il ne va pas quitter le pouvoir du jour au lendemain. Il va certainement est en forme. Il est en forme, et il va mourir au pouvoir. Donc, je me demande si le gars-là n'était pas encore pressé. Il est un peu pressé, et si le vieux... En politique, beaucoup de choses peuvent se passer en deux secondes. Même si c'est la fratrie. Même si c'est la fratrie, oui. Mais du moment où le vieux ne quitte pas encore le pouvoir et que lui, il veut se mettre un peu dans la tête des Guinéens, des Équato-Guinéens, je pense que c'est un peu dangereux pour lui. Vous savez, Fonia Singbe était là, mais personne ne l'avait vu président. Du temps du général Yadema. Fonia Singbe était là. Il a été député. Ça dépend aussi de ce que le papa lui a donné. Oui, ça veut dire... Il faut le préciser. Exactement. La voie est tracée pour lui. Et pour beaucoup d'analystes, c'est lui qui va remplacer son papa. Vous savez, le successeur ou le dauphin, lorsque vous l'exposez, il ne viendra jamais président. Ouais, on l'a vu. Oui, on l'a vu. C'est comme Agbome Kodjo qui s'est toujours vu président, véritable successeur de Yadema. On l'a vu en Côte d'Ivoire aussi. Oui, mais qui n'a jamais été président. ça a toujours été comme ça. Donc, un dauphin comme ça, du moment où le roi, alors que le roi est encore au pouvoir, ce dauphin va devenir président. Je pense que c'est lui il lui sera difficile, Théodorin, il lui sera difficile de devenir président. Parce que Fonia Singbe était très discret, personne ne l'a jamais vu. Moi, je l'ai connu que le 5 février, véritablement, on était encore très jeune, mais c'est là où on parlait de lui. Parce que le papa l'a caché, il était ministre, mais on ne parlait pas de lui. Et lui-même non plus ne prenait pas des positions fâcheuses pour se faire remarquer. On le voyait aussi timidement dans les déplacements du vieux à l'époque. Moi, je me rappelle, il y a une image que j'ai toujours en tête, mais ça c'était en 2004-2005, où le général Yadema s'était rendu en Israël, et le vieux il était de ce voyage-là, et il n'avait même pas parlé. Donc, c'est ces deux images-là que j'ai toujours eu de fois. Un homme discret. Donc, c'est ça qui a facilité un peu la succession ici. Et c'est ça qui a facilité la succession. Mais là-bas, il se montre déjà trop de faim, alors que lui-même, c'est un bêtisard. C'est un bêtisard. C'est un vrai bêtisard. Mais regardez, c'est un vrai bêtisard. Regardez un peu ce qui se passe avec Fonia Singbe. Fonia Singbe n'a jamais été un bêtisard. Il n'a jamais été un bêtisard. Personne ne peut nous dire qu'on pouvait lui reprocher des choses à l'époque. Bien sûr, aujourd'hui, il est devenu président, on peut lui reprocher des choses parce que c'est lui qui dirige le pays. Et c'est normal qu'on le critique, ça c'est normal. Mais il n'a jamais été un bêtisard. Mais ici, le gars, le petit là, c'est un voyou.
Théodore, c'est un voyou. Toi, tu vas t'amuser avec des filles au Brésil. Oh, tu t'amuses avec des filles au Brésil. De très belles filles au Brésil. Les filles qui font la samba et tout ça. Mais vous les avez vues une fois. Ils sont venus ici en 2018. Quand elles venaient faire leur carnaval, là, quand vous les voyez, mais je vous assure, mais c'est pas facile. Donc Théodore a bien choisi l'endroit. Il avait bien choisi l'endroit. Ouais. Sauf qu'il devait savoir qu'entre ça, là, il est vice-président. Il était allé s'amuser comme ça avec l'argent du contribuable. Après, il s'offre un luxueux appartement dans un autre pays. Et aujourd'hui, il fait arrêter les gens. Et puis, regardez. On l'a vu avec des choses en or également. Des choses en or. Et l'autre chose, regardez, c'est lui qui décide. Il le met en résidence surveillée. Au nom de qui? Il est la justice? Non. Il devrait même en sourdine donner des instructions. Et la justice devrait s'occuper de l'affaire et la justice le procureur va communiquer avec la presse et va le mettre en résidence. C'est ce qu'on devrait avoir. Donc lui, il fait assez de tapage, il veut une certaine popularité. Je pense qu'il va échouer. Je ne pense pas qu'il pourrait remplacer le vieux, puisque le vieux ne peut pas quitter le pouvoir. Alors, en deux minutes, une d'ailleurs, parce qu'on a encore 2 minutes, qui peut remplacer le vieux Obiang Guema? Non, je ne suis pas dans le secret des dieux, d'abord du vieux même. Mais vous savez, à l'allure où vont les choses, je ne crois pas que le vice-président soit sur le bon chemin. Parce que tout ce qu'il fait reçoit l'assentiment du vieux. Ça, on sait pas encore. Et puis, on ne connaît pas encore la réaction qu'aura le vieux vis-à-vis de tout ça. Maintenant, d'autre part, il affaiblit la famille. Exactement. La famille présidentielle, il affaiblit. Donc, je crois quand même que il risque de passer à côté, largement à côté. Parce que... Vous savez, quand nous voyons cette démêlée avec la justice internationale, quand nous voyons ses propres attitudes vis-à-vis du... Mais ces derniers temps, il est en train de soigner son image et on ne le voit plus trop dans les virées. Même si on ne le voit plus dans les virées, il a suffisamment écorné son image. Et puis, on sait que, même avec ce qu'il fait tout de suite là, avec ses frères et tout, ça ne rassure pas les Équatoriens de lui donner alors le pouvoir demain. Qu'en serait-il de leur sort? Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour saluer mon cher grand frère Abbas Kabwa. Ça fait quelque temps, je ne l'ai plus vu. Bonne année à lui, santé et surtout santé. Honorable Abbas Kabwa. Frédéric Abbas Kabwa, oui. Vous voulez ajouter quelque chose? En fait, la question que vous avez posée, est-ce qu'avec cette démarche, le fiston a la chance de remplacer son papa? Je dirais, en politique, vous êtes dans cette position très radicale. Vous n'avez pas la chance, d'autant plus que le papa est en train de l'examiner. Le papa est en train de le voir et de l'étudier, parce que celui qu'il pense le remplacer doit être quelqu'un après lui qui doit souder quand même la famille. Il est vrai que la famille peut avoir des soubresauts, quelques problèmes, mais il faut quelqu'un qui, quand même, sur lequel les autres peuvent compter facilement. De dialogue, rassembleur. Exactement. Et donc, il voit que c'est plutôt l'aide dure. Et ça, là, c'est d'habitude causé par les femmes. Vous voyez, des clans au niveau des femmes, constitués par des femmes. Et donc, ça fait automatiquement qu'il est en train de se disqualifier. Et là, il y a quelqu'un dans l'ombre que son papa va forcément préparer pour quand que même la famille soit unie après. C'est ça. Malheureusement, le temps est contre nous. Vous vous rappelez, quand on était jeune, on nous disait que, parce que moi je ne connaissais pas Fort Gnassingbé, mais on nous disait que c'était Ernest qui devait remplacer Gnassingbé. Mais on a vu la suite, parce que c'était lui qui était beaucoup plus visible. Le dauphin, lorsqu'on le révèle, il ne devient jamais roi. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom, Firmin Teko Agbo. Merci également au président de l'Alliance Jeunesse Développement, Robert Kossigan, à côté Georges-Éo. Infini merci à vous. Vous êtes homme politique du parti clé, SEC des leaders émergents. On dit merci également à vous qui êtes toujours câblés. Merci pour vos conseils et observations. À très bientôt.